Bon, je vais pas tarder à commencer, du coup je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles le regarderaient en replay, parce que l'horaire était peut-être un peu trop tôt dans la journée. Donc voilà. Donc la thématique de cette vidéo, en fait, enfin de ce live, on m'a demandé à pas mal de reprises de parler de ce que j'avais vécu en Égypte, de ce que j'avais vécu en Mongolie, de toutes mes expériences à l'étranger, parce que c'est vrai que je les mentionne quand même assez souvent. Et puis notamment pour l'Égypte, c'est vrai que j'ai beaucoup partagé ce que je vivais pendant le voyage, même si j'avais pas beaucoup internet. Donc je sais que c'est des destinations qui sont assez mystérieuses et qui donnent envie tout en faisant un petit peu peur. Donc je me suis dit que j'allais proposer un live pour vous parler un petit peu de mes expériences à l'étranger. C'est un peu différent des autres lives parce que là du coup je parle uniquement de mes expériences à moi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de théorie. C'est vraiment, je suis allée rechercher dans mon passé, dans mon cœur, un petit peu tout ce que j'avais vécu ces dernières années. Et voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la temporalité, je pars de voyage qui date d'il y a 10 ans. Voilà, donc du coup, je vais vous parler de 10 années de voyage et de vie à l'étranger. Donc en une heure, comme vous vous en doutez, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Néanmoins, voilà, ça a été un vrai travail pour moi en fait de me replonger dans toutes ces expériences-là, surtout pour aller vraiment voir qu'est-ce que j'en avais tiré, qu'est-ce que ça m'avait apporté. Parce que bien évidemment, je les vis encore aujourd'hui, certaines de ces expériences, mais j'avais peut-être pas fait un peu ce travail de réflexion sur ce qui m'avait apporté et ce que j'utilisais encore dans ma vie aujourd'hui. Je pense pas que j'ai réussi à tout lister, mais voilà, j'ai essayé de faire un petit tour de toutes ces expériences-là. J'ai eu pas mal de questions, donc j'ai essayé d'y répondre, en fait, j'ai essayé d'inclure les questions dans la présentation que je vous fais aujourd'hui. Si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent pendant, n'hésitez pas aussi, le but c'est que ça soit interactif. Donc voilà. Donc pour faire une petite introduction, les voyages font vraiment partie de ma vie depuis 10 ans. Je dirais que le premier voyage qui a été très marquant, c'était l'année de mes 20 ans, je suis partie en Chine. Et en fait, chacun de ces voyages a vraiment eu un rôle différent. Et puis, encore une fois, donc il y en a qui étaient vraiment purement des voyages, donc purement touristiques. D'autres qui ont été, c'était ma vie, c'est-à-dire que comme je travaillais dans l'humanitaire, j'ai vécu à l'étranger pendant 3 ans, à peu près 3 ans. Et puis il y en a qui étaient vraiment liés à 100% avec mon développement personnel et avec mon développement en tant que thérapeute, en tant que personne. Oui, ça fait 10 ans, Charline, et oui, et en fait on se connaît depuis pratiquement, depuis ce temps-là, depuis même avant ça. Donc voilà, donc c'est pour ça les voyages sont vraiment différents. Donc j'ai eu des questions sur comment est-ce que je prépare les voyages. Et en fait c'est différent à chaque fois. Les voyages touristiques, il y en a où j'ai vraiment j'ai voulu tout organiser de A à Z, c'est un peu ce qui s'est passé en Chine. Et puis après, comme c'était mon travail, du coup c'était vraiment une organisation en lien avec mon travail. Et puis les derniers, c'était les 3 gros derniers voyages que j'ai fait, ou expériences que j'ai fait, c'était vraiment en groupe, c'était des retraites. Donc du coup là j'avais pas grand chose à organiser. Donc voilà. Alors, je voulais commencer par la Chine. Donc la Chine, c'est le premier voyage qui a été très important pour moi. Je l'ai fait l'année de mes 20 ans. Et ce qui est important par rapport à ce voyage-là, et j'aime bien raconter cette histoire-là, c'est que c'est un petit peu la première fois que j'ai suivi mon intuition. Globalement, je sentais que j'allais aller en Asie, je pensais plutôt Asie du Sud-Est, mais voilà, je m'étais décidée en me disant cet été-là, je vais partir. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je faisais un stage, un peu nul ce stage, mais peu importe, et dans ce stage, il y a eu un moment où on est allé à la chambre de commerce et d'industrie pour parler de l'entreprise avec laquelle je faisais mon stage. Et il y avait Air France qui était là, qui proposait on va dire une tombola, un tirage au sort. Fallait mettre sa carte de visite dedans. Et moi, j'avais pas ma carte de visite. Je l'avais oubliée, j'ai pas osé le dire à mon boss, donc j'ai pris une de ses cartes de visite, j'ai barré son nom, j'ai mis le mien et je l'ai mis à l'intérieur de l'urne. Et il se trouve que nous, on va dire nos rendez-vous finissaient à 13 ou 15 heures, il fallait rester jusqu'à 17h30 pour avoir le résultat. Et là, c'est vraiment une grosse intuition que j'ai eue il faut que tu restes. Je crois que c'est la première intuition qui a été aussi importante dans ma vie, donc je suis restée toute seule avec tous ces hommes en costard. Et il se trouve que j'ai gagné les billets d'avion pour aller en Chine. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu comme si le destin s'était mêlé de tout ça et m'avait dit non, non, ma cocotte, tu vas aller en Chine cette année. Donc du coup, je suis partie en Chine, je suis partie toute seule. Je suis
Partie pendant 3 semaines, donc c'était mon premier sac avec un gros sac à dos. Et là, donc j'avais tout planifié parce que la Chine, c'est un pays super inconnu, mais qui quelque part m'intéresse depuis très longtemps. C'est-à-dire que ça peut paraître bête, mais j'étais fan de Mulan, du dessin animé Mulan quand j'étais petite, et ça peut paraître vraiment bête, mais il y a plein de choses comme ça de notre enfance qui vont nous marquer, et c'est ça qui a fait que je me suis décidée dans mes études à me spécialiser dans le continent asiatique, que j'ai décidé d'apprendre le chinois aussi, le mandarin, et donc du coup, bref, l'univers m'envoie en Chine, donc j'y suis allée. Et en Chine, bon, ça a été très compliqué, hein, honnêtement, c'est pas du tout un voyage facile d'aller en Chine, en tout cas pas comme moi je l'ai vécu. Bon, je vois que je suis pas la seule à aimer Mulan, c'est cool. Et donc ça a été en fait le voyage qui m'a appris que je pouvais tout faire. C'était un peu bon, t'as pu partir en Chine toute seule. Honnêtement, tout ce qui va se passer après dans ta vie, ça va aller. Genre, il y a aucun autre voyage qui va être aussi compliqué. J'ai ressenti énormément de solitude en Chine. J'ai ressenti un manque de... J'avais besoin d'être touchée. En fait, c'est vraiment des pays qui sont différents des nôtres. Il n'y a pas la bise, il n'y a pas le câlin, il n'y a pas... Ouais, enfin, puis je connaissais personne, donc il y avait vraiment eu ce côté de solitude à la fois émotionnelle, physique. Et ça a été un voyage où vraiment j'ai accumulé un peu des tuiles, une après l'autre, même si j'avais tout organisé. Donc j'avais un peu la première, on va dire la première expérience de c'est pas parce que tu organises que tout va bien se passer. Mais quelque part ça me rassurait. Et ça a été aussi une découverte énorme d'une culture assez incroyable, des endroits vraiment incroyables en fait. J'ai été bluffée par tout ce que j'ai vu là-bas. Donc voilà, ça c'était un peu mon voyage en Chine. Ce qui est intéressant dans ce voyage en Chine, et qui a aussi défini beaucoup de choses, donc encore une fois, cette décision-là, enfin cette intuition de rester, de gagner ce voyage en Chine, vous verrez qu'il a vraiment après décidé plein de choses dans ma vie. Je suis restée 3 semaines. 3 semaines en Chine, et du coup je suis arrivée à Shanghai. En fait il y avait l'expo universelle, c'est pour ça que j'ai gagné le billet d'avion pour aller en Chine. Donc voilà, j'ai fait Shanghai, après je suis allée faire quelques petites villes à l'ouest, Suzhou, Hangzhou, après je suis dans les montagnes jaunes, les Huangshan, et après je suis allée à Pékin. Mais en fait, si tu regardes sur une carte, c'est vraiment un tout petit triangle, mais là-bas, c'est immense. Donc voilà. Donc, ce qui est aussi important par rapport à ce voyage en Chine, c'est que j'ai rencontré un Américain là-bas, dont je suis tombée amoureuse. Alors après coup, bien évidemment. Et donc, sans rentrer dans les détails sur cette histoire-là, c'est grâce à cette rencontre que j'ai décidé de réaliser un de mes rêves, qui était de vivre une année aux États-Unis. D'où venait ce rêve-là? Encore une fois, la télé fait bien les choses. Je pense que d'avoir regardé un peu toutes ces séries, Charline, je pense que d'avoir regardé toutes ces séries, de voir un peu le campus américain, ça m'a donné envie, alors que nous, l'université, c'était un peu pourri, quoi, en France. Et donc, j'avais un peu cette idée derrière, voilà, derrière dans un coin, mais je pense que je l'aurais jamais fait si j'avais pas rencontré cet homme, et si j'étais pas tombée amoureuse de lui. Donc, du coup... voilà, il y a eu ça, il y a eu le fait de me dire tiens, je prends un billet d'avion et je vais voir ce que ça donne. Enfin voilà, j'avais 20 ans et je suis partie à l'autre bout du monde juste pour voir si une histoire d'amour pouvait fonctionner. Donc ça vous montre aussi un petit peu le type de romantisme qui peut faire partie de moi. Donc ça m'amène ensuite au voyage d'après, donc aux États-Unis. Je suis allée faire un stage là-bas à Chicago, qui était la ville la plus proche de là où lui il habitait en fait. Soit dit en passant, nous n'avons pas été ensemble, mais j'ai quand même été bien amoureuse de lui. Mais voilà, lui, ça s'arrête ici. Donc j'ai vécu pendant un an là-bas en fait. J'ai été prise dans une université dans l'Ohio. Et donc les États-Unis, je ne vais pas en parler des masses. C'est, on va dire, un voyage qui reste super présent en moi. Très souvent, je vais être en train de faire quelque chose et vraiment, j'ai des images qui me reviennent. J'ai rencontré une très très bonne amie là-bas, donc je suis ravie de ne serait-ce que d'avoir fait tout ça pour l'avoir rencontrée. Mais c'est surtout aux États-Unis, j'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai découvert une autre façon de fonctionner au niveau des études qui valorise énormément les étudiants, comparé à la France où du coup c'est absolument pas ça, où on cherche plutôt à voir comment on peut enlever des points. Là-bas c'est pas du tout ça, il y a vraiment le côté valorisé, le fait j'ai gagné des choses aussi, j'ai gagné, tenez regardez il est là chez mes parents, j'ai gagné ça. Donc rien qu'à montrer en fait, ça montre que les Américains ils se moquent pas de nous, on gagne un petit truc, enfin c'était pas un petit truc, faut être très fier de ce qu'on a gagné, mais voilà, j'ai gagné des prix, j'ai osé, vraiment j'ai osé, j'ai été valorisée.
Et puis, il y a eu aussi un rêve que j'ai réalisé là-bas, c'est, à l'époque, je commençais déjà à vraiment vouloir travailler pour les Nations Unies, et j'ai été prise dans l'équipe de Model United Nations, qui se trouve aussi dans certaines écoles en France, qui est un peu une simulation des Nations Unies, sachant que l'université dans laquelle j'étais, c'était vraiment genre, on va dire de haut niveau, ça faisait 22 ans qu'ils gagnaient, je sais plus quel truc, enfin bref, un truc assez genre outstanding, voilà. Et j'ai réussi à être prise dans cette équipe-là, et donc un de mes rêves s'est réalisé puisqu'on est allé aux Nations Unies à New York. J'ai pu aller dans la salle qu'on voit des fois à la télé, où il y a chaque pays, chaque représentant de chaque pays qui est là, qui vote au final des choses qui nous impactent au quotidien, qu'on le sache ou pas. Donc ça a vraiment, je me suis rendu compte que tout était possible et j'avais des profs qui croyaient en moi. Donc ça a été une année assez chouette pour, on va dire, le fait de se rebooster au niveau de la confiance en soi. Et puis aussi les Américains, dans leur façon de faire, il y a ils vont beaucoup se prendre dans les bras, ils vont beaucoup faire des compliments. Ils sont pas, c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins râleurs, ils sont beaucoup moins dans la négativité. Alors des fois c'est faux, hein, vraiment, je dis pas que c'est parfait, mais du coup ça fait quand même une ambiance vachement valorisante et vachement agréable à vivre. Ils s'en fichent de comment ils sont fringués. Enfin, je veux dire, j'étais habillée en jean avec un petit t-shirt. Ils disaient, oh là là, ça se voit que t'es française, tu t'habilles trop bien. Bon, pas plus que ça, tu vois, mais c'est sûr que comme ils venaient en pyjama en cours, voilà. Mais bref, j'ai vécu un petit peu mon année de les frères Scott et de tout ça un petit peu à l'étranger. Donc, ça c'est pour les États-Unis. Ensuite, le voyage après, qui a été vraiment très important, c'est la Thaïlande. Donc comme je vous l'ai dit, je travaille dans l'humanitaire, les droits de l'homme, et j'ai d'abord obtenu un stage à Genève, au siège de ONU-SIDA, qui est l'organisation des Nations Unies qui travaille dans la thématique du VIH-SIDA. Donc en premier, j'ai fait un stage là-bas, et l'année suivante, j'ai été prise pour faire un stage à Bangkok. Donc c'était dans le bureau régional, voilà. Bon, il y a des frères Scott, il y a des fans des frères Scott, nickel. C'est cool, je suis pas toute seule aussi. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu un live aussi où je partage des trucs, on va dire, intimes et vrais. Et je sais qu'en fait, je suis loin d'être toute seule à aimer toutes ces choses-là. Donc, je suis partie à Bangkok pour un stage de 6 mois. Et c'est là où je me suis spécialisée dans la thématique du genre et des populations vulnérables. Donc j'ai vraiment travaillé sur tout ce qui est en lien avec les droits et la santé sexuelle et reproductive. Donc ça m'a un petit peu amenée vers cette thématique du féminin que je retrouve aujourd'hui dans mon travail. Et la Thaïlande, en fait, c'est vraiment le pays où je me sens le plus chez moi, avec la France bien évidemment. Je ne saurais pas expliquer, je suis sûre que si certaines ou certains d'entre vous ont vécu à l'étranger ou ont été dans d'autres pays, il y en a qui, je sais pas, il y en a qui nous appellent, et là vraiment la Thaïlande c'est un pays où à chaque fois que j'y retourne, et du coup je crois que j'y suis retournée 5 fois depuis, 4 ou 5 fois, je me sens chez moi. Il y a une énergie qui fait que voilà, j'arrive chez moi, donc ça peut paraître bizarre mais c'est vraiment le cas. Et en fait en Thaïlande, c'est là où je me suis formée au Reiki. Parce que quand je suis arrivée là-bas, je me suis retrouvée à avoir très très mal au niveau du bassin, au niveau de la jambe droite. C'était des choses que je traînais depuis longtemps, hein, mais j'avais déjà fait tous les tests et il n'y avait rien de concluant. Et en fait, et ben là-bas, du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé Reiki. Voilà, c'est ma sœur qui me l'avait suggéré. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui faisait du Reiki, j'ai fait une première séance avec lui, une deuxième. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, je me suis reconnectée à des choses très puissantes, il m'a dit des choses très importantes sur moi, sur ce que mon corps lui disait, et puis la douleur avait énormément diminué. Et il cherchait quelqu'un pour passer son niveau de professeur, parce que dans mon école, pour passer le niveau de professeur, il faut trouver un élève. Donc du coup, j'ai dit ok, je sais pas pourquoi, parce que rien à voir avec ce que je faisais, mais je sentais qu'il fallait que je creuse voilà, dans cette thématique-là. Donc du coup, c'est en Thaïlande que j'ai commencé à me former et que j'ai fait toute ma formation de Reiki. Comme j'ai bougé après, je revenais en fait à chaque fois, même pour le niveau prof, j'étais en France, je suis revenue en Thaïlande parce que là-bas, en fait, ce qui était chouette, c'est que j'ai découvert ce que c'était que d'avoir une communauté. C'est-à-dire qu'il y avait plein de profs, issus tous de la même école, il y avait plein d'élèves, donc du coup il y avait toujours des échanges, des gens qui proposaient, voilà, je voudrais faire une séance, donc en fait il y avait vraiment ce côté, tu découvres quelque chose de totalement nouveau, mais t'es pas tout seul. Et t'es pas tout seul à vivre ces choses assez incroyables que tu commences à vivre quand tu fais de l'énergétique et quand ouais, tu ouvres ton troisième œil, quand tu ouvres ta conscience, quand tu ouvres tes capacités psychiques, tu te retrouves parfois à te sentir un peu seul parce que tu te rends compte que tu deviens un petit peu fou en fait aux yeux du monde, et donc d'avoir une communauté qui parlait de tout ça c'est vraiment important
pour ça que j'ai essayé de recréer ça à Lyon depuis que je suis sur Lyon. Donc voilà, donc la Thaïlande, c'est vraiment là où j'ai appris le Reiki, c'est là où j'ai ouvert toutes ces capacités-là, parce que dans mon école de Reiki, il n'y a pas que les formations de Reiki, il y a plein d'autres petites formations ou grandes formations qu'on doit faire, si on veut en tout cas continuer à avancer sur ce chemin-là. Donc du coup, c'est vraiment là-bas que j'ai gagné tout ça. La formation de Reiki en Thaïlande, c'était Reiki. En fait, si tu veux, mes profs sont pas thaïs. Mon prof il est anglais, donc mon prof c'est Crystal Dragon Reiki. Mais en fait, chaque prof, je crois que l'école initiale c'est Siam Reiki, donc Siam c'est l'ancien nom de la Thaïlande. Mais c'est pareil, c'est pas des écoles officielles en fait, hein. C'est un peu comme là, moi en France. Moi je suis Shanti Reiki parce que c'est ce nom-là qui m'a appelée. Mais en fait, voilà. Donc je crois que je viens initialement de Siam Reiki. Bon. Mais c'est pas connu, enfin c'est connu que par les élèves et par les personnes qui vont faire des soins chez ces personnes-là. Donc voilà, donc c'est là où tout a commencé au niveau du Reiki et c'est là où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait un monde totalement, on va dire, invisible et assez incroyable. Du côté très très chouette, du côté aussi un peu moins chouette. Donc j'ai un peu découvert les deux. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était tellement bon en fait. Ça rajoutait énormément de choses à ma vie, que ça m'aidait à comprendre. Enfin, voilà, en fait, plein de questionnements que je pouvais avoir, ça m'aidait à les comprendre, que ça m'aidait à avoir une meilleure vision de la vie aussi, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Et aussi, ça me faisait travailler sur moi, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles je voulais travailler, notamment sur tout ce qui est en lien avec l'amour de soi, la confiance en soi, tout ce qui est en lien avec mes relations amoureuses, avec mon corps, avec la sexualité, avec mon féminin, avec toutes ces choses-là. En fait, c'est des choses qui, jusqu'au moment où j'étais en Thaïlande, donc c'était en 2014, donc j'avais 24 ans, donc ça fait 6 ans maintenant. Ça va faire 6 ans. Le temps passe vite. En fait, jusqu'au moment où j'ai commencé le Reiki, toutes ces choses-là, elles se sont accumulées. Et là, c'était vraiment le moment d'aller ouvrir ça et d'aller libérer toutes ces choses-là. Donc il y a eu ça en Thaïlande. Ensuite, d'autres choses que j'ai apprises en Thaïlande, mais c'était après coup, c'est quand j'y suis retournée, c'est que j'ai fait une formation pour être prof de Qigong. Donc le Qigong, c'était vraiment pour pouvoir revenir dans le corps. Parce que dans l'énergétique, c'est chouette, on voit des choses, on ressent des choses, mais quelque part, il me manquait un petit côté concret, un côté je me remets dans mon corps physique. Et le Qigong, c'est ce qui m'appelait. Voilà, cherchez pas à comprendre, c'est ce qui m'appelait. Et c'est vrai parce qu'il y a plein de techniques en fait pour se remettre dans son corps. Il y en a pour qui ça sera le yoga. Moi, j'ai été appelée par le Qigong et notamment par White Tiger Qigong, donc qui proposait une formation en 3 semaines dans le nord de la Thaïlande. Et j'ai compris pourquoi après coup, parce que là-bas, en fait, j'ai rencontré ma prof de Tao. Donc il y avait une prof associée et en fait c'est avec elle que j'ai énormément accroché et donc ça fait je crois 3 ou 4 ans que je me forme avec elle au taoïsme. Le taoïsme qui est à la fois une philosophie de vie mais aussi toutes des pratiques physiques, toutes des pratiques énergétiques, c'est se remettre on va dire, retrouver sa place au sein de l'univers, retrouver sa place au sein de la nature. Donc c'est ultra puissant, surtout sur le travail du féminin, je l'utilise on va dire tous les jours ou presque, et je l'utilise de plus en plus en soins aussi, et c'est ce que je transmets notamment lors des ateliers ou des retraites que je propose, où on va vraiment utiliser ces pratiques ancestrales. Le taoïsme, ça fait 3000, 4000, 5000 ans que ça existe, donc bien évidemment il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, notamment ça vient de Chine, le taoïsme, donc dans toute l'ère de Mao, ça a été beaucoup détruit. Il y a beaucoup de, on va dire, de pratiquants, de pratiquantes qui ont été éliminés. Mais il en reste quand même beaucoup aujourd'hui, notamment Maître Mantak Chia, pour certains qui connaissent. Donc ça, c'est le prof de ma prof. Voilà. Donc du coup, ça c'est le Qigong et le Tao, c'est vraiment des pratiques qui font partie de mon quotidien. Alors bon, il y a des moments où j'oublie de les faire, où je passe à autre chose, ou voilà, mais j'y reviens toujours. Alors, comment on fait pour se former au Tao? Moi, ma prof, elle s'appelle Aisha Seabirth. Elle propose des formations. Donc, c'est soit sur la région parisienne, soit en Ardèche. Donc là, moi, par exemple, en juillet, je retourne faire le Tao de la femme 1. On va dire la première partie du Tao de la femme. Parce qu'en fait, c'est des choses que tu as toujours envie de refaire. C'est pas acquis. Mais voilà, donc il y a les fondements du Tao. Il y a le Tao de l'amour curatif. Donc, Tao de la femme, Tao de l'homme. Il y a les massages du ventre chin et de sang. Voilà, donc ça, c'est un petit peu tout le processus.
Et puis les livres, donc c'est Tao de la vitalité, tu pourras trouver en ligne. C'est sur mon site aussi, si tu vas sur mon site, quand j'explique un peu qui je suis, je crois qu'il y a mes profs et il y a leur site. Donc elle a ses livres à elle, puis sinon il y a les livres de Mantak Chia. Et elle fait aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, Tao de la vitalité aussi. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est vraiment chouette, enfin je la recommande. Donc voilà, je crois que c'est tout bon pour la Thaïlande. Ensuite, si on passe à l'étape suivante, donc j'ai été prise dans une ONG qui s'appelle Acted et je suis allée travailler à New Delhi, donc en Inde. Donc là, ça a été un peu un choc parce que tout le long de mes études, moi je me suis spécialisée un peu sur tout ce qui est autour du droit des femmes. Donc du coup, j'avais étudié l'Inde. J'avais étudié les droits des femmes en Inde, donc j'avais lu des horreurs, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que quand j'ai appris que je devais aller en Inde, la première réaction ça a été de pleurer énormément. Et puis c'est ma mère qui m'a rappelé qu'en fait j'ai toujours eu envie d'aller en Inde, donc si jamais j'étais envoyée là-bas, c'est qu'il y avait une raison. Donc voilà, donc je me suis dit ok, j'y vais. En Inde, mes réalisations, je dirais, j'ai réalisé ce que c'était que la misère. La vraie misère. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas en France, parce que vraiment, Dieu sait qu'on en a et on ne devrait pas en avoir, au vu des richesses qu'on a dans notre pays. Mais en Inde, c'est un peu pareil, il y a énormément de richesses. Pour autant, la misère, elle est différente dans le sens où il y a vraiment des classes de population. Et ça, en France, oui, on va dire la classe moyenne, il y a les personnes pauvres, il y a les personnes riches. C'est pas la même chose dans ce pays-là, et je sais qu'on retrouve un peu cette même chose dans d'autres pays, hein. Mais en Inde, il y a quand même des habitants qui ne valent rien. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir quelqu'un qui est pauvre, par exemple, mais de là à dire qu'il vaut rien, on va pas jusqu'à ce discours-là. En Inde, je crois que jusqu'à 1979, c'était autorisé, en fait, il s'appelle les intouchables, je pense que vous avez déjà lu ça. Donc voilà, donc c'est-à-dire que moi, j'allais au boulot tous les jours, et on passait devant des bidonvilles et il y avait des petits loulous qui étaient là, voilà, des petits enfants qui étaient là, et en fait les toilettes c'était le trottoir, quoi, et tu les voyais en train d'essayer de faire, de faire leurs besoins sur le trottoir, et toi tu étais là dans ta voiture en train d'écouter la radio, enfin c'était presque, c'était surréaliste. Et je me suis rendu compte à quel point est-ce que je m'étais mis dans une bulle, parce que c'est pareil, des fois t'es dans ton rickshaw, dans ton tuk-tuk, là, l'espèce de petite moto, et en fait t'as un enfant de 2 ans tout nu qui vient te demander en fait de l'argent, et ça c'est des choses pour quelqu'un qui est très sensible, comme pour tout être humain, mais il y en a qui arrivent très bien à faire la part des choses, où c'est presque invivable. Et j'ai réalisé, je crois peut-être 1 an plus tard, que je m'étais mis totalement dans une bulle tout le long de mon voyage en Inde, enfin de mon séjour en Inde, parce que c'était horrible en fait, c'était juste insupportable de voir ces choses-là. J'étais à New Delhi, ouais, pendant entre 3 et 4 mois je crois, mon stage. Donc du coup ça a été vraiment ça en Inde qui a été difficile, je dirais, mais pas tant difficile que ça, parce que j'ai réussi à me dissocier totalement de l'endroit où j'étais pour ne pas souffrir. Donc ça c'est un moyen de survie, hein, qu'on utilise tous à certains moments de notre vie quand il y a des choses trop compliquées. Mais voilà, j'en ai pris conscience après. Ça m'a fait réaliser bien évidemment la chance que j'avais, ça y a pas photo. Ça m'a fait réaliser aussi que toute cette envie de faire de l'humanitaire, c'était pas pour rien, hein, que vraiment ça me touchait au plus profond de mon être. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu... ouais, il y a aussi un événement qui a été très important, c'est... j'ai vu en fait de mes propres yeux, donc il y a eu, bref, on a fait un petit voyage d'une journée, donc on était dans un petit van, et puis là il y avait un rickshaw, enfin voilà, une petite moto, quelqu'un qui vient, et puis bref, on a eu un petit accident, un petit accrochage avec lui, et là j'ai vu l'homme sortir de son van là, et puis commencer à frapper l'autre homme, mais pas comme chez nous quand il y a une bagarre en fait. Là c'était vraiment comme si il le traitait comme un enfant qui valait rien à ses yeux, et ça a été vraiment pour moi un énorme choc de me rendre compte que c'était possible en fait qu'il y ait des êtres humains qui soient dans une société en ne considérant absolument pas les autres êtres humains comme étant humains. Voilà, enfin, il y a beaucoup de mots être humain, j'espère que ça a du sens, mais ça a été un vrai choc pour moi de réaliser ça, parce que c'est difficile de se rendre compte de choses qui pour nous paraissent totalement impensables. Donc voilà, là j'ai vu de mes propres yeux que oui, c'est possible de considérer un autre être humain comme étant plus bas qu'un animal. Donc ça a été aussi un bon gros réveil. Ensuite, une autre chose importante en Inde, c'est que j'ai vécu ce que j'appellerais ma première attaque énergétique. Donc je faisais du Reiki, je crois que j'étais au niveau 2 de Reiki. Ouais, niveau 2, pas loin du niveau 3 de Reiki quand j'étais en Inde.
Et puis il y a eu un soir, toi, j'étais allée me balader comme ça autour du bureau. Et puis je suis rentrée chez moi et là d'un coup je me suis sentie, j'ai eu l'impression qu'il y avait une grosse ombre en fait qui s'est mise à m'habiter. Et j'ai commencé à avoir tellement mal partout dans mon corps, mais vraiment, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, mal à la tête. Enfin, j'ai cru en fait, j'ai cru que j'étais en train de mourir concrètement. Enfin, ça me donnait vraiment cet effet-là de je peux plus bouger. J'étais vraiment prostrée dans mon lit et je savais pas quoi faire parce que j'étais tout seule. J'étais tout seule dans un pays étranger. Et là, en fait, j'ai demandé, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais j'ai envoyé un message à mon prof de Reiki qui lui était en Thaïlande pour lui dire, écoute, est-ce que tu peux vérifier, il se passe quelque chose en moi? Il m'a dit, en effet, il y a quelque chose sur toi, il y a quelque chose qui a sauté sur toi. Donc bah moi oui j'étais au niveau 2 de Reiki, mais voilà, j'avais plutôt vu le côté chouette, énergie, etc. On m'avait un petit peu parlé des énergies sombres, mais voilà, j'avais jamais vécu ça. Donc là, on a fait tout un protocole avec lui, et en fait, il m'a dit, tu marchais dans la rue, et il y a un homme qui était là qui mendiait, et c'est vrai en fait, mais bon, sur le moment, j'ai pas réalisé. Et en fait, rien que nos regards se soient croisés, ben cette énergie-là est venue sur moi. Donc après, encore une fois, il ne faut pas nécessairement avoir peur de ces choses-là, hein. Si elles viennent vers nous, c'est qu'il y a une raison. En l'occurrence, moi, mon message, c'était il faut que tu te protèges davantage, parce qu'en fait, on m'avait dit de me protéger énergétiquement, mais je ne le faisais pas. Donc c'était une leçon assez violente, mais on s'en sort toujours. C'est-à-dire qu'on s'en sort toujours, on n'est pas seul. Moi, je le vois avec mes élèves, si jamais ils ont besoin, si jamais il y a quoi que ce soit en lien avec des énergies sombres, je suis là, on travaille ensemble. Donc on s'en sort toujours. Mais voilà, c'était un événement assez marquant pour moi parce que et j'ai réalisé que ça existait en fait sur Terre, que ces êtres-là existaient et que je pouvais plus le nier maintenant parce que je l'avais vécu moi-même. Donc ça a été aussi important pour moi. On va passer au Népal maintenant. Donc en fait, je travaillais pour cette ONG du coup à New Delhi. Et donc c'est une ONG c'est une ONG française à Acted, donc il y a on va dire des bureaux dans plein de pays dans le monde. Et là, il se trouve qu'il y a eu le tremblement de terre. Donc c'était le 25 avril 2015. Donc ça fait 5 ans maintenant. Et moi j'étais à New Delhi, donc je l'ai ressenti à New Delhi. Je me rappelle, j'étais dans mon appartement sur mon lit et là j'ai mes genoux qui commencent à faire ça, je vois des portes et je dis mais vous voyez ça bouge, je suis pas folle. Et en effet il y avait un énorme tremblement de terre à 1000 km de là. Donc il y a eu 2 tremblements de terre et donc nous ils ont tout de suite envoyé des équipes parce que le Népal et l'Inde c'est vraiment à côté. Et puis après le deuxième tremblement de terre qui a eu lieu le 12 mai, il me semble, là il y a mon boss qui m'a dit Dorian, est-ce que tu veux y aller? Et moi ça a toujours été mon rêve de faire de l'humanitaire. Donc du coup à New Delhi c'était un peu plan-plan, hein. On faisait plutôt du développement, j'avais pas le droit d'aller sur le terrain, c'était des projets sur 4-5 ans, c'était pas de l'humanitaire. Et là enfin je pouvais réaliser mon rêve, ce pourquoi j'étais là en seulement 3 mois de travail avec l'ONG. Donc j'ai dit oui. Et j'ai débarqué au Népal en sachant absolument pas à quoi m'attendre. Pour moi, ça allait être le désastre. Et en fait, c'était pas le désastre du tout, en tout cas pas à Katmandou, hein. Le désastre était un peu plus loin. Euh, et, et du coup, donc je suis débarquée au Népal, j'ai commencé à faire de l'humanitaire. Au début, quand c'est des missions d'urgence, on vous envoie seulement pour 3 semaines. Et là, du coup, moi, on m'a offert un job après. Donc, du coup, je suis venue chercher toutes mes affaires de New Delhi pour les amener au Népal. Et j'ai vécu à peu près 1 an au Népal. Voilà. Alors, je réponds juste à la question. Tu as pu t'en débarrasser assez rapidement de cette mauvaise énergie en Inde? Oui. Oui, parce qu'on s'en est rendu compte tout de suite. Donc, on a fait tout un rituel avec mon prof pour l'enlever. Et après, je vais pas dire que j'ai pété la forme non plus, hein. J'ai mis quelques jours avant que mon corps s'en remette parce que du coup, les douleurs physiques, elles étaient vraiment réelles. Mais voilà, ça me faisait plutôt un peu comme un genre de grippe après coup au niveau des courbatures. Mais sur la soirée, on l'a enlevé. On l'a enlevé rapidement. Je pense que ça a dû nous prendre une demi-heure à enlever cet être-là, mais après, voilà, c'était réglé. Donc si je reviens sur le Népal, ce que j'ai appris, donc le Népal, c'est l'expérience la plus difficile, mais je le dis avec un grand sourire, hein, c'est l'expérience la plus difficile que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Ça a été à la fois un apprentissage au niveau professionnel, au niveau personnel, sur plein de plans. Voilà, donc je vais vous parler de certains aspects. Alors, comment faisais-tu pour vivre au Népal pendant 3 semaines sans salaire pour combiner? Ah mais j'étais payée. Alors il y a une fausse idée comme quoi quand on fait de l'humanitaire on n'est pas payé. Donc là moi j'étais que stagiaire. En fait j'avais un stage de 6 mois de prévu.
C'était un des rares stages où au moins on était un petit peu payé. Et en fait, dès le moment où on m'a offert un job, j'étais payée, hein. C'est-à-dire que le plus bas c'est 1500, mais sachant que c'est 1500 et tu es nourri et logé. Donc en fait les 1500 tu touches pas. Et puis à la fin de ma carrière, donc j'étais... ma carrière... Bref, ça a duré 1 an et demi, mais peu importe. J'étais manager et je crois que je touchais, je sais pas, 2400 € net en étant nourri et logé. Donc du coup, vraiment l'humanitaire, enfin, j'ai géré une mission où on avait 10 millions de budget, donc c'est vraiment, ils demandent des personnes, déjà il faut avoir les épaules, et puis qui ont qui sont spécialisées, donc il faut un petit peu de tout hein, dans une mission humanitaire, mais du coup, l'avantage c'est que quand je suis revenue en France, au moins j'avais cet argent pour moi, parce que du coup j'ai pas beaucoup dépensé là-bas, parce que j'avais pas de vie, tout simplement. Donc du coup, l'humanitaire c'est très difficile, mais au moins, c'est vraiment des métiers très professionnalisés, c'est pas du tout du bénévolat. Et les comptes qu'on a à rendre, du coup, tous ceux qui nous ont prêté de l'argent, ils sont vraiment là-haut, le nombre de rapports à écrire. Enfin, donc voilà, donc il faut avoir les épaules pour faire de l'humanitaire. Donc j'ai appris l'oubli de soi parce que j'étais persuadée en arrivant là-bas que j'allais être différente des autres, que moi, Dorian, qui avait fait du Reiki, qui avait déjà travaillé sur elle, j'allais être différente des autres et que quand il fallait faire une sieste, j'allais faire une sieste, que voilà, j'allais pas m'oublier. Et en fait, c'est quasiment impossible parce que tu bosses 7 jours sur 7, tu bosses 16-18 heures par jour, tu dors ton boulot, tu rêves ton boulot, tu traînes avec tes collègues parce que t'as pas d'autres amis que ça, tu développes des amitiés fortes, donc du coup j'ai appris ce que c'était que l'oubli de soi ultime, le burn-out constant, tout en faisant un job que j'aimais. C'est ça qui est particulier en fait dans le burn-out, c'est qu'il y a des burn-out qui sont là pour nous dire change de job, et il y en a d'autres qui sont là pour nous dire arrête-toi, enfin calme-toi. Donc c'était un peu un burn-out sous-jacent, tout en étant super valorisée et en adorant le job que je faisais. Donc du coup je m'en suis pas vraiment rendu compte sur le moment. J'ai eu le sentiment d'être indispensable. Ça a été violent quand j'ai réalisé ça. Et ça, c'est un sentiment que beaucoup d'humanitaires ont, que beaucoup de personnes soi-disant importantes ou qui sont dans l'aide ont aussi. J'avais ce sentiment que sans moi, la mission ne pouvait pas marcher. Et en fait, j'ai réalisé que ça avait bouffé mon cerveau, tout ce travail que je faisais tous les jours. C'était devenu moi et que du coup, sans moi, tout allait s'arrêter. Donc ça a vraiment été une grosse réalisation pour moi. Et l'avantage, c'est que grâce au Reiki, j'ai pu réussir en fait à ne pas continuer à penser ces choses-là. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui devient plus fort que nous. Le mental se nourrit en fait de cette excitation qu'il y a dans une mission humanitaire. Et du coup, voilà, donc ça a été aussi impressionnant pour moi. La chose la plus importante qui s'est passée pour moi au Népal, au-delà du travail qui a été très compliqué et très prenant, c'est une relation amoureuse. Donc du coup, j'ai eu une relation amoureuse avec un collègue, donc un coup de foudre en fait, qu'on a eu l'un pour l'autre, donc une relation qui s'est mise en place très rapidement, donc le but c'est pas de parler de cette relation-là. Ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est une relation qui a duré 3 mois, donc sur le papier pas longtemps, mais qui a été très très intense, et donc il n'a pas souhaité qu'on continue en fait, peu importe les raisons, hein. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai été dans une telle souffrance après cette rupture. Pourtant, j'en avais déjà vécu des ruptures difficiles, hein. Là, c'était totalement différent. Cette relation, elle avait une énergie particulière. Moi, j'étais pas la même personne que j'ai pu être avant dans d'autres relations. Et en fait, j'ai été dans une souffrance, surtout que j'ai dû continuer à travailler avec lui, hein, vraiment très forte. C'était constant, c'était une douleur constante, tout en ayant tous les matins à se lever, à aller au travail pour aller aider des gens qui en avaient largement besoin, pour qui eux dépendaient, enfin leur vie en dépendait. Donc en fait, ce qui a été compliqué pour moi, c'était de gérer ma souffrance, l'acceptation que moi je souffrais, tout en ayant un peu honte de souffrir parce que je savais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des vraies raisons quelque part de souffrir en fait. Donc du coup je me suis pas autorisée, j'ai réussi à réaliser ça des mois voire même des années plus tard, que je m'étais pas autorisée, j'avais pas reconnu cette souffrance, pas assez. Et donc ce que ça m'a appris comme leçon énorme, c'est que on ne peut pas comparer les souffrances. Et c'est grâce à cette leçon-là que j'ai pu quitter l'humanitaire. C'est pour ça que je vous raconte ça, c'est pas juste pour vous raconter ma vie privée, hein. Mais en fait, j'ai tellement souffert à cause d'une histoire qui a duré que 3 mois,
que qui je suis pour dire que les personnes qui souffrent en France ont plus ou moins besoin d'aide que les personnes qui souffrent, par exemple, au Népal. Donc du coup, alors c'est compliqué, hein, je veux dire, je sais pas ce que ça vous dit quand je vous dis ça, hein, vous dire mais si, bien sûr, il y a des gens qui ont plus besoin d'aide que d'autres, et en fait c'est grâce à cette leçon-là que je me suis dit, ben, l'humanitaire c'est plus pour toi, parce que j'ai aussi compris les messages que c'était plus pour moi, que je devais me tourner vraiment vers le Reiki, c'est grâce à ça que j'ai pu arrêter. Pour autant, ça a été un vrai combat pour moi, hein. Ils m'ont rappelé plein de fois pour que je revienne. Moi, à chaque fois, j'ai lutté quand je suis revenue en France pour pas repartir, parce que vraiment, ça fait partie de nous, hein. Quand on fait de l'humanitaire, c'est en général que ça nous appelle. Donc du coup, voilà, leçon très importante, on ne peut pas comparer ou quantifier la douleur des gens, on ne peut pas la juger aussi, parce que je sais que par le passé, si quelqu'un m'avait dit « Oh, ça fait 2 semaines que je suis avec quelqu'un et je souffre maintenant », je pense que j'aurais une partie de moi qui aurait jugé, qui aurait dit oh, ça va pas durer très longtemps. Et en fait, plus jamais je ferai ça parce que c'est pas une question de durée, c'est pas une question de ouais, c'est pas une question de durée en fait, c'est pas une question d'âge aussi. Quand on dit aux enfants qu'on 10 ans mais non, c'est pas de l'amour. En fait, qui est-ce qu'on est pour juger ça? Donc vraiment là, il y a eu tout un travail là-dessus. J'ai découvert aussi la différence entre une relation, on va dire, classique, mais chaque relation est faite pour t'apprendre des choses, hein, et il y a une relation karmique aussi, parce que je sais qu'avec lui c'était différent. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas la thématique du jour, mais il y a vraiment des différences en fait. J'ai senti qu'avec lui on venait régler quelque chose d'une autre vie. Et j'ai travaillé dessus par la suite, donc c'est pour ça aussi que je me permets de dire ça. Parce que je nous ai vus en fait à d'autres moments et j'ai compris pourquoi est-ce qu'on s'était rencontrés dans cette vie-là actuelle. Donc voilà, ça m'a aussi montré un petit peu les différents degrés qu'il pouvait y avoir dans des relations. Alors je vais ouvrir les volets parce que sinon vous voyez les petits trucs, c'est pas très agréable. Ah bah non, c'est pas mieux du coup. Hop, je vais rebaisser un peu. C'est pas grave, j'aurai des petits trucs lumineux sur moi. Passons à autre chose, parce que du coup, le temps passe. Ensuite, je suis partie en Mongolie. Donc, la Mongolie, pourquoi? Je commençais à vraiment... donc là, j'étais déjà rentrée en France, j'étais déjà prof de Reiki, et en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je choisis mes destinations. Ben, je savais juste depuis très longtemps que j'allais devoir aller en Mongolie. C'est un pays, je connaissais rien, j'ai rien lu sur le sujet, mais je savais que j'allais y aller un jour. Et puis j'ai senti que ça se rapprochait, donc je cherchais sur internet Mongolie, chamanisme, parce que je voulais allier les deux. Et puis en fait je trouvais rien, et là en fait il y a une pub Facebook qui a été très très bien du coup ciblée. Et donc j'étais dans la rue, et là je lis, je vois voyage initiatique chamanisme Mongolie, et là j'ai mon corps qui se met à trembler, j'ai le cœur qui bat, j'ai les larmes qui coulent, je me dis ok c'est ça. Donc du coup, je suis partie en Mongolie l'été 2018, donc ça fait 1 an et demi à peu près. Et le but, c'était vraiment découvrir du chamanisme mongol. Donc c'était un voyage organisé par une thérapeute et qui était co-organisé avec un homme qui lui faisait des arts martiaux. Voilà. Donc on était un groupe de, je dirais, je crois qu'on était 11, on devait être 11 par là, et donc on est allé en fait faire un tour. Alors la Mongolie c'est immense, hein, donc on est principalement allé de la capitale, donc Ulaanbaatar, jusqu'au lac Kovsgol, ça s'appelle. Et donc entre temps, bien évidemment, on s'est arrêté. Donc c'était un voyage pas du tout, c'était semi-planifié. Donc c'est-à-dire que tous les jours, on montait dans le bus. Personne ne nous disait combien de temps ça allait durer, où est-ce qu'on allait dormir, quand est-ce qu'on allait manger. Fallait juste lâcher prise. Donc je crois que le plus gros mot pour la Mongolie, c'est le lâcher prise. Parce que moi j'étais toujours un peu dans le contrôle, et je pense qu'on l'est tous à certains niveaux. Et là, c'était vraiment d'accepter que je ne savais pas et que c'était ok. Lâcher prise aussi par rapport au groupe, parce qu'on est des personnes différentes qui viennent pour des raisons différentes, et c'est pas toujours évident. Moi je suis plutôt quelqu'un qui aime voyager seul, enfin qui avait voyagé seul par le passé, donc c'était différent pour moi. Et donc on voyageait avec des chamans, on avait 3 chamans avec nous, les cuisiniers, voilà, enfin, on voyageait tous ensemble, et du coup on a dormi dans des tentes, quoi. Donc c'était tous les jours refaire sa tente, etc. Pas de toilette, pas de moyen de prendre une douche, pas de téléphone, enfin donc c'était un petit peu aussi l'apprentissage du lâcher prise sur mon confort, sur mon contact avec le monde extérieur. Et puis en fait, on a découvert un petit peu, donc pas assez à mon goût, honnêtement. Le voyage en Mongolie, je pense qu'il a manqué pas mal de choses, mais peu importe, je sais pourquoi aussi je suis allée là-bas. Mais on était donc en contact de chamans mongols. Et donc on a pu voir différentes cérémonies. On a pu voir du coup quand
on va dire quand ils se transformaient, quand ils ouvraient leur corps pour que leurs ancêtres puissent venir parler à travers eux. Donc en fait, c'est des canals qui canalisent par leur voix on va dire les savoirs de leurs ancêtres. Donc voilà, on a chacun pu avoir une ou deux séances avec les chamans mongols. Ce qui m'a étonnée, c'est que du coup, c'était pas spécialement valorisé là-bas d'être chaman. C'est pas quelque chose, voilà, si jamais un enfant était découvert chaman, parce que souvent c'est un peu violent, hein, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des grosses douleurs, des grosses maladies qui vont faire que la famille va comprendre qu'ils sont censés être chamans. Donc c'est pas quelque chose dont on va parler. Donc en fait, eux ils nous disaient qu'ils avaient un job classique un peu à côté et puis que seulement quelques personnes étaient au courant de ça. Donc voilà, et donc en fait c'était vraiment impressionnant déjà de voir tout leur habit, tout leur attirail en fait, parce que c'est immense, et puis chaque personne va être liée à un animal en particulier, enfin vraiment les habits sont assez impressionnants, de les voir jouer du tambour, se mettre à chanter, se mettre à entrer en transe, et puis ensuite leur voix elle change, leur posture elle change, et ils passent le message qu'ils ont besoin de te passer. Donc moi j'ai beaucoup demandé de guérison au niveau de mon corps physique, de compréhension de ce qui se passait dans ma colonne vertébrale, dans mes hanches, dans mon bassin, un peu tous les soucis que j'avais au niveau physique. J'ai posé des questions un peu plus, on va dire, spirituelles. On a fait un rituel aussi, parce que apparemment de mes ancêtres avaient manqué de respect aux esprits de l'eau, donc je sais pas de quelle façon, hein, mais donc il a fallu que j'aille faire un rituel pour aller demander pardon à l'eau, et puis elle m'a dit aussi, cette chamane, que j'étais très connectée aux esprits de l'eau. Or, moi, l'eau, c'est un élément qui me fait assez peur, surtout les eaux profondes. Donc, du coup, j'étais là, oui, mais pourquoi, en fait? Elle m'a dit, faut que tu ailles travailler dessus parce que c'est un peu ton élément de pouvoir et là, pour l'instant, t'en as peur. Donc voilà, ça c'était vraiment chouette. J'ai aussi décidé d'acheter un tambour. En revenant, en fait, j'avais cette idée d'en acheter un, ça m'appelait. Mais du coup, je voulais demander la permission. Donc j'ai demandé la permission à un chaman qui m'a dit oui. Donc ça a été tout un bazar par rapport au tambour. Donc au final, je m'en suis acheté un chez moi. Donc ça, je l'ai ramené à la maison. Alors, est-ce que j'ai eu des initiations? C'est-à-dire, des initiations dans quel sens? Je te laisse me préciser un petit peu. Donc voilà, donc le tambour, ça c'est un truc que j'ai ramené. J'ai ramené en France, voilà. Je crois que pour la Mongolie, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, le but des chamans mongols, c'est la protection de la terre. C'est vraiment ça. Donc même la guérison humaine est là pour but de, quand un homme est guéri de toutes ses blessures, de toute sa colère, de toute sa tristesse, il est plus à même d'être connecté à la terre. Donc vraiment, c'est tout lié à la terre, la protection de la terre. Tous les rituels sont en lien avec les différents éléments. Non, il n'y a pas d'initiation. En fait, selon le chamanisme mongol, on ne peut pas être initié au chamanisme. En fait, c'est soit on est censé être chaman, soit on l'est pas. Donc il y a un peu le néo-chamanisme comme on trouve chez nous, qui est plutôt un peu une canalisation, donc tout comme on le fait en Reiki. Pour moi c'est un peu similaire, c'est juste des cultures différentes, mais pour moi quelqu'un qui travaille en chamanisme est un canal, tout comme quelqu'un qui fait du Reiki ou quelqu'un qui est médium va être un canal, mais en tout cas dans le chamanisme mongol, c'est pas un choix qu'on fait, on se dit pas tiens je veux être chaman, c'est décidé, et alors je sais plus, je crois qu'il y a un chaman toutes les 9, qui doit protéger 9 générations, c'est assez complexe. Mais du coup, c'est vraiment pas un truc comme chez nous, on va se former au chamanisme. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller se former au chamanisme, mais ça veut dire que dans la tradition mongole, en tout cas, le vrai chamanisme, c'est quelque chose de très lourd, en tout cas, à porter. Ça, c'est sûr. Alors ensuite, Alors il y a eu Bali, ensuite Bali j'y suis allée vraiment, c'était pour écrire, donc j'ai développé la formation des êtres énergétiques. La seule chose que je voulais dire par rapport à Bali, c'est que là-bas du coup j'ai rencontré la femme avec qui je suis allée faire 2 retraites, ensuite par la suite, bref. Donc du coup voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Je pense que Bali je suis vraiment allée pour rencontrer cette femme-là, c'est chouette. J'étais vraiment contente de l'avoir dans ma vie maintenant parce qu'elle me permet de progresser beaucoup. Donc il y a eu ça, j'ai enregistré mon premier podcast aussi dans lequel j'explique comment je suis passée de l'humanitaire au Reiki. Donc ça aussi, voilà, un peu comme ce que je fais aujourd'hui, parler de soi et avoir confiance en soi pour pouvoir le faire devant des gens, même si c'est qu'en live, hein, c'est quand même, voilà, c'est pas quelque chose que je pensais être capable de faire. Donc voilà. Ensuite, alors c'est pas l'étranger, mais je voulais le mentionner un tout petit peu, donc avec cette femme qui s'appelle Anjuna. Je suis allée faire une retraite dans le sud-ouest de la France, vers Rennes-le-Château. Donc c'était en octobre, donc ça remonte à pas si longtemps que ça. C'était une retraite sur Marie-Madeleine.
Et je sais pas pourquoi, encore une fois, je savais qu'il fallait que j'y aille. Elle m'appelait de plus en plus, j'utilisais beaucoup Isis pendant mes soins. Isis pour tout ce qui était les soins liés au féminin. Et puis ensuite j'ai Marie qui est venue, puis après j'ai Marie-Madeleine qui est venue, je la connaissais pas vraiment, et puis après, bon, voilà, ça s'est un peu fait comme ça, donc je me suis dit, ok, faut que j'aille creuser. Et c'était dans un lieu magnifique, c'était en face de la montagne Bucarache, Carac, je sais pas trop comment ça se dit, qui est vraiment un centre énergétique très puissant. Donc déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait des lieux qui étaient très puissants. C'était incroyable aussi les reconnexions que j'ai vécues là-bas, à la fois de par les méditations qu'elle nous a fait faire, mais aussi les lieux où on est allé. Donc on est allé notamment dans les grottes de Marie-Madeleine. Et là, en fait, j'ai vraiment eu des visions assez incroyables dont j'ai pas réalisé l'importance à ce moment-là, mais vraiment une reconnexion énorme avec cette énergie de Marie-Madeleine et de Jésus, de Yeshua, qui représentent en fait à eux-mêmes l'union sacrée, même si c'est pas comme ça du tout que ça nous a été présenté dans la religion. Donc en fait, ça m'a permis d'avoir une vision totalement différente. Et depuis, je travaille en fait sur cette notion de l'union sacrée qu'on retrouve dans énormément de cultures, mais qui a été totalement coupée des différentes religions, où du coup on a seulement mis, on va dire, en premier, ouais, on a mis en premier, enfin sur un piédestal, le côté masculin, via une représentation masculine. Or, il manque toute la représentation féminine, donc là, en l'occurrence, c'est Marie-Madeleine. Mais ça, je vous en dirai un peu plus à un autre moment. Donc voilà, le sud-ouest de la France, c'était vraiment ça. Et le dernier voyage, donc on arrive à la fin, le dernier voyage, c'était l'Égypte. Donc l'Égypte, c'était en février, donc pas longtemps avant le confinement. Pareil, je pensais pas y aller. Je savais qu'un jour je devrais y aller. Vraiment, je le savais. Mais je m'étais dit, oh, financièrement, tu vas pas faire de retraite. Enfin, voilà, enfin bref, c'était quand même assez important, un budget assez important. Sauf que la retraite sur Marie-Madeleine était tellement incroyable que je me suis dit, mais attends, autant aller en Égypte avec une femme que tu connais. Qui, tu sais, va pouvoir t'aider, en fait, toi, à aller plus loin sur ton chemin, parce que c'est comme ça qu'on choisit un prof aussi. C'est ton prof va pouvoir t'aider à aller plus loin sur ton chemin. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, en tout cas. Donc, j'ai dit, allez, j'y vais. Et puis, j'ai eu le sentiment qu'on m'empêchait d'y aller. J'ai fait énormément de cauchemars par rapport à l'Égypte avant de prendre ma décision. C'est comme si on me montrait tout ce qui pouvait mal tourner, quoi. Et donc, bon, bref. J'ai quand même décidé d'y aller. Et puis c'était assez incroyable comme pays, de voir aussi, bon déjà c'est incroyable ce qui reste, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi comment, ouais, à garder, et c'est parce que beaucoup de ces temples étaient sous le sable en fait, ils ont été découverts il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour ça qu'ils sont si bien gardés. Et ça a été important pour moi d'être accompagnée quand je suis allée en Égypte, parce que je trouve que c'est un pays, si jamais tu le fais que en mode touriste, tu passes à côté de plein de choses. Alors après, il y en a pour qui c'est juste le côté historique qui les intéresse. Moi, vu que c'était pas spécialement ça, c'était aussi beaucoup le côté spirituel. Je suis contente d'avoir eu à la fois un guide qui nous parlait un peu du côté plus théorique, et puis une autre guide qui nous parlait du côté très spirituel du temple, par exemple, de nous parler de l'énergie d'Hathor, de l'énergie de Isis, de l'énergie des tombes qu'on a pu aller visiter. Donc ça, c'était vraiment une grande richesse d'avoir le côté symbolique aussi de chaque temple, parce que dans chaque temple, du coup, elle nous disait, voilà l'énergie de la déesse, voilà l'énergie du temple, voilà ce que vous pouvez venir libérer ici. Donc du coup, après, on se baladait chacun, on allait toucher, on allait ressentir, et puis on pouvait nous-mêmes faire notre travail sur la colère, sur l'union sacrée, sur les thématiques qu'elle nous donnait. Donc c'était très, très enrichissant aussi d'avoir ces deux points de vue. J'ai été très surprise de la rupture entre la culture égyptienne musulmane actuelle et puis l'Égypte ancienne. Donc c'est sûr qu'en même temps, peut-être qu'on idéalise en se disant qu'ils sont tous là à valoriser Isis et tout. Pas du tout en fait. Hein. Vraiment, les lieux de culte les pyramides, c'est super sale autour. Enfin, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un respect fou de ces lieux. En revanche, ils sont énormément protégés. Il y avait des hommes avec des énormes fusils, des énormes pistolets en fait dans chacun des lieux. Il y a quand même beaucoup cette notion de potentiel terrorisme qui est là. Pour autant, moi, je me suis pas du tout sentie en insécurité. C'était peut-être même un peu trop sécurisé. Bon, j'ai un peu ces trucs dans la tête, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc il y a eu ça. Moi, j'ai été surprise par le contrôle aussi.
Pour vous donner une petite anecdote, quand on était entre les deux pattes du sphinx, parce qu'on a fait ça comme cérémonie d'ouverture, c'était assez incroyable, et ben en fait on avait tout un groupe d'hommes, donc qui avaient été payés bien sûr pour nous autoriser à aller dans ce lieu sacré, et en fait ils nous demandaient à chaque fois, arrêtez de chanter, éteignez vos bougies, arrêtez de fermer les yeux, vous n'avez pas le droit de méditer, et en fait ils parlaient arabe, et il y avait certaines des participantes qui parlaient arabe, qui nous ont dit, bah en fait, ils ont peur qu'on fasse disparaître les pyramides, ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur qu'on fasse des sacrifices humains, enfin bref, ça montrait en fait à quel point nous, ce groupe de majoritairement femmes, on faisait peur avec nos chants, avec nos habits blancs, on leur faisait peur en fait, et j'ai trouvé ça assez incroyable de voir un petit peu le paradoxe entre nous qui étions là juste pour rendre hommage, chanter, danser, et tous ces hommes qui essayaient de maintenir le pouvoir, et ils y arrivaient parce qu'on était forcés en fait d'éteindre toutes ces choses-là. Donc voilà, avec qui j'ai fait ce voyage. Donc elle s'appelle Anjuna, tout se fait en anglais, elle est allemande à la base. Je la partage assez régulièrement sur je crois que je pourrais la partager en story après si tu veux, pour que vous voyez un petit peu qui c'est. C'est pas une initiation énergétique, du coup c'était vraiment c'est une retraite. C'est une retraite spirituelle que j'ai faite en Égypte. Je sais pas si elle va la refaire. C'est possible qu'elle la refasse en fait dans les années à venir, je sais pas trop. Mais voilà, c'était nécessaire en fait. Ça arrivait vraiment au bon moment, à la fois pour moi, pour le groupe, mais aussi énergétiquement. C'est là où il y a eu plein de tempêtes en France, en Allemagne. Enfin bon, donc c'était c'était assez chouette. En Égypte, je me suis reconnectée énormément à des vies passées. Le but de l'Égypte pour moi apparemment c'était ça, parce que je sais jamais trop quel est le but de mes voyages, et là j'ai senti en fait à chaque méditation qu'elle nous faisait faire que j'inspirais à nouveau les vies passées, je me reconnectais à ces savoirs que j'avais eus. Alors j'ai pas eu accès à tout, hein, mais en tout cas ça fait partie de moi, un peu comme certains codes qu'on reçoit et puis qui vont être ouverts à certains moments de notre vie plutôt que d'autres. J'ai pu découvrir d'autres facettes, donc de certains dieux, de certaines déesses que j'utilise maintenant. J'essaie de les apprivoiser parce qu'en fait, le but, c'est pas juste de dire « Ah, je suis allée en Égypte, j'ai découvert ça », c'est de dire « Ok, maintenant je me suis connectée davantage à Isis, qu'est-ce que j'en fais ?» Comment est-ce que je peux travailler avec elle, voilà, c'est un petit peu de voir comment je ramène ça dans ma vie. Pareil avec Marie-Madeleine, parce que ça peut paraître un peu bizarre, mais comment est-ce que je l'inclus dans mon quotidien. Donc il y a les huiles par exemple que j'utilise qui sont vraiment typiques aussi de tous les soins esséniens, donc incluant Marie-Madeleine. Mais voilà, c'est un peu de voir comment est-ce qu'on ramène tout ça chez nous. J'ai découvert aussi le rôle de prêtresse, qui est vraiment un rôle qui me parle beaucoup, et j'ai découvert donc le rôle des prêtresses tout au fil de l'histoire, qui était en fait donc, par exemple les prêtresses d'Isis, elles vénéraient Isis, et puis en fait elle prêchait sa parole, elle guérissait. Donc ça c'est un rôle aussi que je connaissais pas beaucoup, donc j'ai un petit peu découvert, mais c'est pareil, c'est que le début en fait, ça fait que depuis février, donc je suis encore en train d'essayer d'intégrer et d'apprendre tout ça. Donc voilà, je crois qu'il reste à peu près que 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. C'est vrai que dans ma vie au quotidien, du coup, moi j'utilise toujours le reiki, le chamanisme, le tambour, le chant, le taoïsme, les méditations. Donc voilà, c'était à la fois des pratiques que j'ai pu ramener, mais c'est surtout qu'en fait je suis plus la même personne grâce à tous ces voyages-là, qu'ils aient été par des choses difficiles, parce que ça a été le cas dans beaucoup de ces voyages-là, ou par des reconnexions, ou par des rencontres. J'ai vraiment à chacun de ces voyages-là, on rencontre toujours des gens avec lesquels on est persuadé d'avoir déjà vécu des choses, donc aussi on a des reconnexions de cœur et des reconnexions d'âme avec les gens, et ça c'est assez incroyable, je pense. Dans chaque voyage il y a des rencontres comme ça qui se font. Voilà, je vais vous laisser un petit peu de temps si vous avez quelques questions, parce qu'après ça va couper. Et je sais pas si je vais pouvoir me remettre en live juste après. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport à des choses que j'ai mentionnées, que ce soit des formations que j'ai faites, des gens que j'ai mentionnés, ou si vous avez besoin de conseils par rapport à certains pays, ou vous n'hésitez pas à m'envoyer un message après. Moi, je serais toujours ravie d'y répondre. Voilà, parce que c'était un peu rapide, hein. J'ai même pas parlé de tout, mais voilà, 1 heure, c'est quand même short. Donc voilà, 10 ans de ma vie, à peu près, en tout cas de voyage et de vie à l'étranger, qui ont été résumés en 1 heure. Je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été présent et présente. Pour toutes les personnes qui le verront en replay, c'est pareil, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.
Voilà, les voyages c'est à la fois assez incroyable, c'est pas idéalisé tout le temps parce que les gens s'imaginent ouais t'as vécu à l'étranger, c'était chouette et en effet c'était vraiment chouette et j'ai eu la question est-ce qu'il y a certains voyages que je regrette, zéro regret, mais voilà, faut pas toujours idéaliser aussi les voyages, c'est des moments difficiles, même l'Égypte, hein, il faut s'en remettre quand même après, il faut réussir à intégrer, revenir un peu dans sa vie normale, tout en intégrant tout ça, donc c'est pas toujours évident et c'est bien d'avoir des gens à qui en parler aussi. Donc voilà. Est-ce que je vais refaire un atelier en Ardèche cet été? Alors, donc ma prochaine retraite c'est en octobre, c'est fin octobre début novembre. C'est une retraite qui s'appelle Révèle ta puissance. Donc je l'ai mis en story permanente sur mon compte. Où du coup, en fait, clairement maintenant je veux intégrer toutes ces choses-là que j'ai apprises et que je vous ai partagées dans les différents. Donc je le fais déjà en Reiki, hein, mais voilà, de pouvoir vous partager un peu plus ces pratiques-là, ces rituels, parce que j'ai appris le rituel aussi, ça c'est vraiment important. J'ai appris l'importance du rituel, l'importance de prendre position aussi, l'importance d'avoir le groupe qui nous soutient. J'ai appris que c'était ok de faire des trucs super spirituels et des trucs super ancrés. Donc voilà, un peu tous ces trucs qui nous font rêver, là, cette image de femme qui danse autour d'un feu, cette image d'être habillée dans une même couleur, ce genre de choses-là, c'est vraiment des choses puissantes qui existent depuis la nuit des temps, qu'on fait plus du tout chez nous. Et ça, d'avoir retrouvé ça, moi j'ai adoré, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pouvoir maintenant partager. Il faut juste oser, et en fait, tout le monde a le droit hein, d'aller se reconnecter à toutes ces énergies-là. Et donc voilà. Voilà, donc ouais, ça sera pas un atelier, c'est une retraite en octobre et je suis en train de réfléchir à la prochaine qui sera sûrement le premier trimestre 2021. Mais c'est vrai que là, ça a été un peu tout modifié vu que la retraite, elle devait avoir lieu aujourd'hui en fait, justement. La retraite normalement devait commencer le 6 mai et elle a été repoussée à octobre. Donc c'est accepter le changement aussi, accepter les modifications d'emploi du temps. Voilà. Je pense qu'il reste à peu près encore 1 minute. Si vous avez quelques questions, je suis là. Ou sinon, si ça a réveillé des choses en vous, vous savez que vous pouvez me contacter tranquillement par la suite. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, du coup. Merci à toutes les personnes qui ont été là. Merci à celles qui le regarderont en replay. C'est pas en Ardèche, c'est dans la Drôme. C'est dans la Drôme, c'est à, je crois, 20 minutes de Valence, 20-25 minutes de Valence, à l'est. Donc de Lyon, ça fait 1 heure et demie, je crois, de Lyon. 1 heure et demie, voilà, pour répondre à ta question. Merci à vous. Bonne soirée. J'espère que vous allez bien et j'espère que toute cette énergie du déconfinement est positive pour vous et que vous prenez bien soin de vous. Voilà, bonne soirée à vous tous.